Fabrice Papillon est un phénomène. Dès 5 ans, il sait exactement ce que sera sa vie. Dès 23 ans, il atteint son rêve. Que faire après? Encore beaucoup de choses. La preuve, avec ou sans filtre. C'est ici que ça se passe. Waouh! Fabrice. Bienvenue dans votre vie, Fabrice Papillon. Oh là là! Oui. Oh, c'est incroyable de les voir aussi. Il paraît que quand aussi on voit les... grandes, aussi immenses. Mm. Ah ouais, ça fait un effet spectaculaire. Hein. Alors, mais puisque vous êtes là, Fabrice Papillon, on va remonter le fil de votre vie par le début. Ouais. Et le début, c'est la naissance et les parents. Hein. C'est les parents, exactement. Donc ça, c'est ma maman, Liliane. Donc moi, je suis né en 1973, j'ai 46 ans. Et donc là, voilà, j'étais tout petit. Je ne sais même pas quel âge j'avais là, mais enfin, bon, tout petit. Et mon père, là, c'est un peu plus tard, sans doute vers 5-6 ans. Donc mon père qui s'appelle Didier, et tous les deux, voilà, ils sont toujours mariés. C'est très aimant. Et donc, quand je les vois, jeunes comme aujourd'hui, pour moi, ils n'ont pas changé. Ce sont les mêmes que ceux que j'ai connus, le même couple très soudé, très amoureux, très affectif, et qui m'ont vraiment construit. Voilà, ils ont participé à ma construction. Et vous seul, parce que vous êtes fils unique. Oui, c'est vrai. Hein, c'est fils vrai. unique. Et Ma mère disait souvent, un comme ça, c'est déjà pas mal. Voilà. On va comprendre pourquoi, parce qu'effectivement, vous êtes hyper actif. Et vous grandissez dans la ruralité quand même, en tout cas loin des grandes villes. Oui, je suis né à Lyon, centre, la Croix-Rousse, pour les Lyonnais c'est symbolique, mais j'ai vécu, et mes parents vivent toujours, dans un petit village du Beaujolais, qui se trouve à 20-25 km de Lyon, entre, on va dire, enfin aux portes des vignes du Beaujolais. Et donc j'ai vécu pendant des années, devant ma porte-fenêtre de ma chambre, des vignes à perte de vue, donc j'ai vraiment vécu dans la nature, à la campagne, dans les vignobles, pendant toutes ces années. Juste une petite allusion, qu'est-ce que c'est cette photo avec la pipe là? Eh bien, j'ai commencé à fumer très jeune, mais j'ai arrêté très tôt aussi. Hein. Non, c'est juste une blague, c'est que j'aimais bien avoir des appendices, j'ai toujours aimé ressembler aux grands. Et justement, vous aimez ressembler aux grands et vous aimez faire comme les grands. Et on va regarder cette photo là. Oui, alors là je dois avoir 5 ans ou 6 ans, même pas. J'ai eu la chance, parce que moi je considère ça comme un don du ciel, d'avoir une vocation. Et dès le plus jeune âge, je ne me rappelle même pas à quel âge, l'âge j'ai quoi, 4, 5 ans, 6 ans, j'ai été passionné par la radio, le son, les enregistrements, les micros. Mon père, qui était musicien, il est toujours du reste, comme il aimait la musique, il avait un peu de matériel pour l'époque, on est dans les années 70, c'était pas typique, enfin pas banal, des magnétophones à bande, des micros, et j'ai tout de suite fait une OPA dessus, et je me suis passionné pour le son, les enregistrements, mais moi ça passait par la voix, l'organe il était très vocal. Hein. La voix, oui, la voix. Et qu'est-ce que vous faites là alors Eh bien, face à ce micro? Là je fais le présentateur, je fais votre métier, mais enfin beaucoup moins bien forcément. Hein. Non, c'est vrai, le présentateur. Oui, je raconte une histoire, je dois présenter un programme. Je passais ma vie à m'enregistrer dans ma chambre et à présenter les journaux, présenter des émissions de musique. J'ai commencé la radio FM très tôt, à l'âge de 14 ans d'ailleurs. On va avoir l'occasion de parler de la radio FM, mais effectivement, vous commencez très tôt et vous avez parlé du matériel. Allez-y. Oui, voilà, vous passez par où vous voulez. Et effectivement. Oui. Là, on a un peu les deux aspects, c'est-à-dire ici, je faisais le DJ, l'animateur. Et là, mon père, qui travaillait dans l'informatique au début de sa carrière, a très vite eu ça c'est un Apple II, des premiers Apple, et je commençais déjà à taper mes textes de radio sur l'ordinateur. Parce que non seulement il y a cette passion effectivement du son, mais il y a cette passion de la bricole aussi, parce qu'il faut quand même tout mettre, tout brancher, etc. Moi, je suis un fou. Autodidacte à mort. On voit des câbles ici dans tous les sens, etc. Moi, ma passion, ça a toujours été que les choses se connectent et marchent. Et alors, j'avais même au besoin, j'avais mon fer à souder et je fabriquais les câbles qui n'existaient pas. Et il fallait toujours que les choses se connectent. En apprenant tout seul. Oui, mais c'est pas compliqué. Hein. C'est niveau. Pour moi, c'est énorme. C'est souder 3 câbles, boum, et puis de prise au bout. C'est pas et puis on parle au micro, quoi. Voilà. Il y a cette passion dévorante, mais il y en a une autre qui est dévorante. Elle est là-bas, la passion de l'autre passion dévorante. Oui. Il y a ça.
Oui, 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 le théâtre. Le théâtre. Vous allez Oui. commencer, alors un petit peu moins tôt que derrière le micro, mais quand même à partir d'11 ans déjà, il y a... Oui, ouais, c'était au CM2, je crois, de mémoire. Enfin, juste Ouais. avant le collège, j'ai vraiment fait du théâtre de manière passionnée. Et jusqu'au bout, j'ai hésité à me lancer tenté de me lancer dans une carrière d'acteur. Et d'ailleurs, la jeune femme qu'on voit ici, Sabrina Delarue, dont j'étais, on va dire, très proche artistiquement, on jouait très souvent ensemble, qui était une amie vraiment très importante pour moi. On a elle a pris la voix, elle a fait la Rue Blanche, l'ENSAT, une grande école d'art dramatique, et elle est comédienne, metteur en scène. Et moi, j'ai beaucoup hésité à l'époque où elle a choisi cette voie-là, et moi j'ai choisi journalisme. Et stop, on dit Et pas j'ai justement. choisi autre chose. Et vous allez choisir autre chose. Eh oui. Voilà, exactement. Entre ces deux passions, Ouais. laquelle allez-vous choisir? Bon, on a bien compris que ça n'allait pas être celle-là, Ouais, ça risque ouais. d'être l'autre. Hein, allez, on va Ouais. voir Mais dans une enfin, autre quand pièce. même, il y a des liens aujourd'hui. Non. Très bien. Allons-y. Allez, c'est par là que ça se passe. Allez Fabrice, prenez place. Oui. Et là, vous allez être face à votre destin. Ah, ça rigole plus alors, c'est ça? Non, mais tout est dit avec la première image, en fait. Ah, oui. Effectivement, là, c'est au collège. Je suis, je pense, élève de 5e ou 4e. Et à nouveau, un micro, un petit magnétophone portatif. C'est qui que vous interviewez, là? Et le principal du collège, elle s'appelait Madame Montmailleur. C'est quasiment obsessionnel, ça. Oui, il y a une forme d'obsession, de vocation obsessionnelle. Pourquoi vous avez besoin? Il fallait que je sois le journaliste en herbe, le reporter, l'intervieweur, que je pose des questions, ensuite que je rentre faire du montage. C'est comme le théâtre, il fallait dans la communication la parole permanente, et avec toujours cette idée un peu plus technique, passionné par le son, la fabrication du son, le mixage. Et donc, très jeune, à une époque où personne n'avait d'outils pour enregistrer, on n'avait pas nos smartphones et nos dictaphones, moi, j'étais équipé pour enregistrer. Et même pour recueillir la voix des autres. Il n'y a, Oui. pas que votre voix que vous avez envie de faire porter. Oui, Hein. tout à fait, ouais. Mais votre voix, vous avez envie de la faire porter ici aussi, notamment. Et vous allez m'expliquer ces deux diapositives. Là, je suis donc dans des radios locales à Lyon, qui, pour certaines d'ailleurs, m'ont même fait des contrats. Là. À droite, je suis sur une radio qui s'appelle Radio Classique, Ah ouais. et qui m'a engagé tout un été pour présenter des matinales, comme on dit, donc des journaux et des revues de presse, et j'avais 18 ans. Et ils m'ont proposé un contrat en CDI à 18 ans, alors que je n'avais pas commencé mes études, pour présenter les journaux de cette radio locale, Radio Classique. Et vous dites quoi? Et je dis non, il faut que je fasse des études. Et moi, je voulais absolument faire une école de journalisme, si possible une des plus connues, et rentrer à Europe 1. Voilà, c'était votre objectif de... c'était Europe 1, France Inter, c'était les deux radios qu'écoutaient mes parents. Et donc non, c'était extrêmement, incroyablement touchant et troublant d'être déjà sollicité pour travailler dans ce métier, mais je voulais faire des études quand même plus approfondies et aller sur... Et alors, avant de faire la radio numéro 1, vous faites la meilleure des écoles de journalistes. Hein, vous faites Bah, l'ESJ Lille. Une école oui, reconnue, oui. Et l'ESJ Lille, Voilà. ça vous donne accès à ça, en fait. Alors voilà, ça c'est, je pense, un des plus grands moments de ma vie, à partir du moment où on comprend bien à quel point j'ai cette vocation dévorante. Oui, oui, oui. Et chacun a des moments forts dans sa vie qui sont affectifs, professionnels. Là, on est dans un moment essentiel parce que j'ai réussi à rentrer dans cette école de journalisme, pour moi, qui était mythique, l'école de journalisme de Lille, où tous les grands journalistes que j'admirais avaient étudié. Et à la fin de ces 2 années d'études, comme j'étais un bon élève en radio, mon école me présente avec Céline Pigalle, donc les deux figures que vous voyez les plus jeunes, donc la jeune femme et moi. À côté, c'est qui? C'est Schneider, à côté. Et c'est Gilles Schneider, Ouais. qui était directeur de la rédaction d'Europe 1 à l'époque. Nous présentons, Céline et moi, pour l'école de journalisme de Lille, le concours de recrutement interne d'Europe 1 qui s'appelait la Bourse Loga, aujourd'hui Bourse Loga Delmas. Et nous sommes les 2 recrues de la même école, qui plus est, cette année-là, et on nous offre un CDD de 3 mois à la rédaction d'Europe 1. Mon rêve se réalise. Pas tout à fait, parce qu'il faut quand même faire ses preuves pendant 3 mois. Et Oui. vous les faites vite, vos preuves, hein, parce qu'au bout de 3 mois,
Et voilà, au bout de 3 mois, on voit que je suis déjà en train de... Vous avez votre fameuse carte de presse. De me gratter le jour où on remet ça, une carte de Oui, presse, oui. quand on a vécu ça, c'est un moment important dans une vie, ça. Ben oui, surtout que c'est la dernière année où on avait la vieille carte de presse, un peu comme c'est le gros machin là. Maintenant, elles sont toutes petites. Oui, c'était exact, mythique. exact. C'était mythique. Et cette carte de presse là, c'est vrai que j'en ai rêvé depuis l'âge de 5 ou 6 ans. Et le jour où c'est arrivé, vous avez raison, c'était une immense émotion. Alors là, c'est la route du succès depuis tout à l'heure. Hein. Tout va bien, vous voulez quelque chose, vous l'obtenez, vous faites des reportages à Europe 1, tout va bien. Et puis il va y avoir quand même une petite anicroche, si vous le permettez. C'est qu'un jour à Europe 1, vous êtes tellement brillant qu'on vous dit bah, tiens, toi tu sais tout faire, viens faire un peu le présentateur du journal. Oui. Là, ça s'est moins bien passé. Ça s'est moins bien passé parce que je n'ai fait que ça, présenter des faux journaux dans ma chambre. Vous vous êtes préparé toute votre vie, j'ai envie de dire. Et là, j'arrivais, on rigolait plus, hein. C'était plus dans ma chambre ou le disco jockey ou même une radio à Lyon. C'était Europe 1. Je savais qu'il y avait 3-4 millions à l'époque. Hein, on ne va pas être désagréable sur les audiences des radios ou d'Europe 1 en particulier. C'est assez terrible. La radio est en baisse aujourd'hui, mais à l'époque, on avait 3-4 millions d'auditeurs. Et tout à coup, j'ai conscience, trop, que derrière ce micro auquel je parle, il y a probablement 3 millions environ d'auditeurs. Et là, c'est une catastrophe. Mon cœur monte à 100, je sais pas, 60 ou moins pulsations minutes, et je passe mon temps à déglutir et à courir après mon souffle pour réussir à faire mon journal. C'était un journal de 18 heures, je me rappelle très bien. Et donc, ça a été catastrophique. Bon, ils m'ont pas viré, mais... Vous n'arrivez même pas à la fin des titres. Ah Finalement, au bout d'un moment, vous êtes obligé de faire signe parce que vous allez mourir en direct. J'allais mourir. Et au moment, juste avant de collapser, je fais un signe à la régie et on me balance un jingle pour me sauver la vie. Le temps de déglutir, de me remettre. Et après, j'ai couru 12 minutes, 13 minutes durait le journal pour essayer de ressusciter. Mais c'est quand même incroyable, ça. Vous avez attendu toute votre vie ce moment. Vous êtes programmé pour ça, Fabrice. Et le jour où ça arrive... Oui. Ça sort plus. Mais c'est l'angoisse c'est trop beau pour être vrai. Quand vous avez quelque chose auquel vous tenez tellement, le jour où ça arrive, c'est tellement incroyable, vous êtes tellement heureux que ça puisse arriver qu'il peut y avoir une grosse décompensation. Vous, boum. C'est ce qui s'est passé. Ah oui, mais complètement. Mais ils n'ont pas été à Europe 1. Bon, ils ont dit non, tu as assuré quand même, finalement. Comme par ailleurs, ça se passait pas trop mal. Ouais. Ils se sont dit, il a eu un accident, mais il est toujours vivant. Donc, je suis allé voir un cardiologue. Je lui ai demandé des petites pilules, des bêta-bloquants, je ne sais pas quoi, pour que le cœur batte moins vite. J'en ai pris quelques-unes, et puis je vais vous dire, au bout de 3 jours, 4 jours, ça allait mieux. Tout s'apprend dans la vie. Voilà, exactement. On le garde stress, ça au calme. gérer le stress. Pendant que vous êtes dans les couloirs d'Europe 1, vous allez faire une rencontre qui va vous faire partir sur une nouvelle aventure. Parce que quand on arrive au bout, il faut trouver un autre chemin. Et le nouveau chemin, vous allez peut-être l'emprunter, enfin certainement même. Axel Kahn, oui. Alors ça, c'est probablement l'une ou la rencontre, je n'ai que 46 ans, mais à ce jour, la plus importante de ma carrière, parce que je viens d'avoir 23 ans, donc le double, j'ai 2 fois mon âge d'aujourd'hui, je viens d'entrer à Europe 1, on vient de me confier des responsabilités, en particulier une émission, tous les jours que je prépare et qui est présentée par Sylvain Attal. Et dans cette émission, il faut faire un reportage sur un sujet d'actualité et inviter des personnalités. Et c'était au moment de l'actualité de la brebis Dolly, la brebis clonée. Et Sylvain Attal me dit, tiens, on devrait inviter ce généticien qui est très brillant, Axel Kahn, que je ne connaissais pas. On invite Axel Kahn, je fais un petit reportage sur le clonage de la brebis Dolly, et à la fin de l'émission, Axel vient me voir et me dit, ah, formidable ce reportage, très clair, très bien, merci, au revoir. Alors je suis resté comme ça, je me suis dit, mais... Il est très gentil, ce monsieur, quand même, de venir, moi, un môme littéraire qui n'a jamais fait d'études scientifiques, de me dire que j'ai raconté des trucs scientifiques compréhensibles. Et du coup, 15 jours après ça, j'en parle avec Valérie, qui est devenue ma femme, et on en parlera, puisqu'on en parlera plus tard, et qui me dit, mais vas-y, fonce, tu devrais aller le voir et lui proposer d'écrire un livre sur le clonage. Enfin, je voulais le faire. Elle me dit, vas-y, fonce, tu as raison. Et parce que l'écriture, ça a toujours été mon autre passion. Et Axel me reçoit à bras ouverts dans son bureau de Cochin, l'hôpital Cochin, l'Institut Cochin, et je finis même pas ma phrase. J'aimerais bien écrire avec vous un livre sur le clonage. Oui, pas de problème, formidable, excellent. Je n'ai même pas le temps de finir ma phrase qu'il me dit oui. Et il me dit, débrouillez-vous, je vous fais confiance, trouvez l'éditeur. Et non seulement il me fait confiance, mais j'écris tout le livre. Et lui me fait suffisamment confiance pour que j'écrive le livre. Et après, bien sûr,
il relit tout, il corrige toutes les bêtises, et il ajoute son grain de sel partout, mais il m'a vraiment laissé jusqu'au bout mener ce bébé à terme. Voilà, donc... voilà le bébé. Copie conforme, Voilà. le clonage en question, Axel Kahn, Fabrice Papillon, vous êtes même sur la couve, hein, vous n'êtes pas un nègre. Hein, Ah non, voilà, non, vous êtes un associé. Ouais, ouais. Succès monstrueux, 50 000 exemplaires Oui. vendus. Oui, C'est oui. traduit en plusieurs langues. Oui, 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 Et du coup, la collaboration, on va faire d'autres bébés. Hein. Ah ben, Axel secret de la Kahn, c'est salamandre. devenu mon mentor, une sorte de père spirituel. Il se présentait lui-même comme mon père spirituel à cette époque, c'était très touchant. Donc on a travaillé, on a fait 3 livres ensemble et un film aussi d'ailleurs. Et donc c'est vrai que cette histoire a été extrêmement importante pour moi Oui, et m'a mis sur des rails inattendus, celui du journalisme scientifique Voilà, finalement. Exactement. Parce que vous avez fait, on finit quand même, il y a quand même, vous allez rencontrer Albert Jacquard, Oui. tous les grands cerveaux de ce siècle en France, Joël de René, voilà, et donc, Oui, oui, et donc vous êtes comme ça, pratiquement presque du jour au lendemain, mais en tout cas vous trouvez une autre voie, Une c'est nouvelle celle du voie. journalisme scientifique. Oui. Ça marche tellement que à l'époque, quand ça marche un livre, on est face à lui. Ah oui, absolument. Et vous faites Bouillon de culture, vous avez même pas 25 ans, et vous faites Bouillon de culture avec qui? Alors, pas n'importe qui, parce que c'était une émission spéciale consacrée à Umberto Eco. Je me retrouve assis en face d'Umberto Eco, et à côté de moi, Philippe Solers, puis Axel Kahn. Donc je suis, pour mon premier plateau à 24 ans, c'était encore aux Champs-Élysées, enfin avenue Montaigne à l'époque, les anciens studios, en direct. Vous me rappelez mon problème de stress, voilà. Je me retrouve en direct devant Bernard Pivot, qui est un monstre absolu de la télévision, Umberto Eco, qui est probablement le plus grand génie du XXe siècle dans la littérature, que j'admirais profondément. Le nom de la rose, d'ailleurs, je m'en suis inspiré pour mon premier roman. Donc pour moi, c'était immensissime. Et puis Philippe Solers, c'est pas un rigolo, c'est un grand écrivain. Et je me retrouve au milieu de ces personnalités, tout seul, je me souviens, très stressé, engoncé, mon petit costume, ma petite cravate. Et je me sentais parfaitement illégitime, parfaitement à côté de la plaque, mais c'est une expérience exceptionnelle. Ah, tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Eh bien, une nouvelle expérience, on va la voir avec la nouvelle diapo. Parce que là, c'est inattendu. Oui, C'est dans l'air. L'émission C'est dans l'air, qui est donc une quotidienne sur France 5 depuis une vingtaine d'années maintenant. J'étais à Europe 1 et c'est le même groupe, en fait, Lagardère, qui dirigeait, possédait la radio Europe 1 et la société de production qui a créé C'est dans l'air. Et c'était dans les mêmes locaux, rue François 1er, locaux historiques d'Europe 1, ils ont déménagé il y a peu de temps. Et donc, d'un étage à l'autre, je pouvais faire de la radio, ou je descendais 2 étages et je pouvais faire de la télé. Et donc, je partageais mon temps pendant 5 ans, entre, on va dire, deux plein temps, parce que c'était beaucoup de travail, entre la radio d'un côté, là, donc Europe 1, et j'ai co-créé, c'est-à-dire que je faisais partie du petit noyau de 5 journalistes avec Yves Calvi, qu'on voit ici. On a co-créé, cofondé cette émission qui est devenue une émission de référence, donc C'est dans l'air. Ouais. Et vous mettez un pas, donc super émission, hein, ça se passe de commentaires, C'est dans l'air, d'ailleurs ça dure encore aujourd'hui, Oui. pour le coup. C'est une grande école, là aussi, j'ai appris énormément de choses. Hein. Vous mettez un pied dans la télé, et on va voir ce que ça va donner maintenant que vous avez mis un pied dans la télé. C'est dans une autre pièce qu'on va en parler et qu'on va regarder. Ok, Allez, avec venez avec moi. plaisir. Bienvenue dans le monde de la télévision, Fabrice. Merci, c'est gentil de m'accueillir à la télé. Et derrière ces écrans, il y a des photos, des images qui vont vous surprendre ou pas. On va commencer, avant de parler télé, on va parler mariage. Oui, bien sûr. Parce que c'est la raison pour laquelle on vous a invité sur le plateau, avec ou sans filtre. C'est elle. C'est Valérie qui est native d'Ajaccio, qui est corse, et qui effectivement a voulu revenir au pays, entre guillemets, il y a 2 ans environ. Et donc c'est vrai que moi j'ai connu la Corse grâce à elle. Hein. Pendant des années, c'était surtout l'été, comme beaucoup de non-corses ou de non-résidents corses. Donc moi je suis un vrai pinsout, je suis la pièce rapportée. Mais, des enfants, 2 beaux enfants, on dit leur prénom? Oui, Raphaël le petit, Vincent le grand. Mais j'ai envie de dire qu'il y a un 3e enfant avec Valérie, c'est celui-ci.
Ah oui, C'est oui, oui. Scientifilm. Ah, mais ça c'est vrai Hein? que c'est une aventure commune. Et on a créé, c'est une société de production de documentaires, de films documentaires. L'idée c'est d'apporter au plus grand public, n'étant pas scientifique, c'est toujours la même histoire, étant littéraire, c'est d'apporter au plus grand nombre un accès à de la connaissance qui peut paraître, et qui est souvent extrêmement complexe, mais de façon la plus ludique et simple possible. Et intelligente possible. Et vous avez des documentaires que vous avez réalisés et produits. Et on va en regarder un qui a eu beaucoup de succès, qui est passé sur Arte en plus. Ceci n'est pas un ventre. C'est un concentré d'intelligence. Il y a là-dessous l'équivalent du cerveau d'un petit animal de compagnie. Nous avons 200 millions de neurones dans notre ventre, à peu près autant que Timmy en a dans son cortex. Et on peut dire que Timmy est vraiment très intelligent. Le ventre, notre deuxième cerveau, c'est 2014 ça. Oui, c'est ça. Vrai succès. Vous allez recevoir 9 prix avec Voilà, ce c'est documentaire. ça, donc documentaire de Cécile Dangean, hein, c'est la réalisatrice bien sûr qui a reçu ses prix en tant que réalisatrice et la production secondairement, puisque effectivement on a produit ce film qui a eu un succès international, on l'a vendu dans 35 pays de mémoire, et ça a été une époque où la mode était aussi à la redécouverte du lien entre le cerveau, le ventre, un peu la médecine chinoise, finalement prendre un peu de large avec la médecine et la science très occidentale et très rationnelle pour essayer de s'interroger sur des phénomènes un petit peu plus à la marge. Et on est tombé à ce moment-là. C'était une envie d'Arte en plus, donc ils avaient bien senti. On a une réalisatrice qui a eu beaucoup de talent et le film a eu un succès monumental. Et puis vous n'hésitez pas à franchir les horizons aussi. Hein. Il y a un autre film que vous avez produit, que j'aime bien moi. Mi-singe, mi-homme, les hommes sauvages peuplent notre imaginaire. Les Yétis, Bigfoot, Sasquatch et autres Hornpendek, ces bêtes presque humaines sont synonymes de folklore. Enfant, j'adorais les monstres parce qu'ils sont effrayants. Mais une fois adulte, j'ai voulu connaître la vérité qui se cache derrière. Yeti, Yetu. Oui, oui. Ça, c'est mon titre d'ailleurs, j'en suis très fier. Il est pas mal. Il est pas mal. Et donc, je suis co-auteur aussi de ce film. Donc là, vraiment, je me suis beaucoup investi parce que c'est exactement la même idée que le ventre, mais en allant encore plus loin. L'idée que la science officielle a tout vu, tout compris, c'est pas vrai. On a beaucoup de mystères. On a fait beaucoup de films sur justement les mystères. Le mystère de la matière noire. Il y a 95% de l'univers qu'on ne connaît pas. On a fait un film là-dessus. Donc tout ce qui reste à expliquer, pour moi, journaliste scientifique, mais plutôt littéraire, historien de formation, un peu philosophe, ces mystères-là me fascinent beaucoup plus que ce qu'on a déjà expliqué. Le Yéti, c'est typique. On a des observations incroyables, y compris des empreintes, des témoignages à foison. Alors, est-il imaginable que quelque chose qui soit apparenté à l'homme subsiste dans certaines régions reculées? Et on a enquêté et on a trouvé des dizaines de chercheurs dans le monde entier, très sérieux, d'universités, etc., qui se posaient les mêmes questions. Et on est allé sur les traces de ces Yétis. Et ça m'a aussi beaucoup inspiré pour mon deuxième roman, en fait. Donc c'est vraiment une histoire qui me plaît beaucoup. Alors, vous parlez des romans, on va y arriver, mais vous partez aussi, il y a beaucoup de documentaires avec Scientifilm, et il y en a un qui m'interpelle aussi, c'est Demain tous myopes. Oui. Vous faites peur aussi de temps à autre, hein? On dit des vérités qui sont parfois pas très agréables à entendre, hein. Ouais, bien sûr. Ouais. Mais on va venir sur cet écran, Okay. parce que ça vous suffit pas, on a bien compris qu'il n'y a rien qui vous suffit dans la vie. Voilà, c'est ça. Et un jour, sur les réseaux sociaux, qu'est-ce qu'on découvre? On découvre ça. Depuis 1600 ans, elle hante les sous-sols de Paris, les anciennes carrières qui ont permis d'extraire les pierres qui ont bâti la capitale. C'est ici que mon enquête a commencé. C'est ici aussi que le dernier hiver s'achève. Elles, ce sont les robes noires. Si vous les croisez, votre dernière heure est peut-être arrivée. Oui. Un jour, ça débarque sur les écrans, sur les écrans de smartphone. Oui. Et en fait, c'était quoi? Eh ben, en fait, oui, c'était une façon de promouvoir la sortie de mon premier roman cette fois. Donc, je suis allé au bout de cette logique-là, de tutoyer les limites pour aller basculer complètement dans la fiction. Et l'idée, c'était de trouver, grâce à mes connaissances historiques, philosophiques, ma formation, et scientifique, mon travail, de trouver une histoire qui nous embarque dans le temps, l'espace, on traverse toutes les époques, on utilise beaucoup la science pour essayer de construire une énigme incroyable, et du coup, j'avais envie de faire quelque chose de très ambitieux qui traverse Très beaucoup de ambitieux, thématiques. très ambitieux, c'est le terme. Hein. C'est un roman épais, il y a beaucoup de choses, c'est passionnant, on ne s'ennuie pas, c'est vraiment
un super polar, C'est tant gentil. et si bien que Oui. le meilleur polar selon Point. Et grâce à ce prix, aujourd'hui, le livre se vend par milliers d'exemplaires. Exactement. Et alors, vous sortez d'où ce talent d'écriture? Vous avez quand le temps d'écrire? Alors l'écriture, c'est c'est une vraie question. C'est-à-dire que c'est dans tous les interstices, les petits trous. Ça peut être dans le métro, dans le train, dans l'avion. C'est rarement posé à un bureau au calme. Rarissimement. C'est ça, c'est un peu compliqué. Je dis ça avec une certaine quand même difficulté parce que j'aimerais bien avoir plus de temps pour me poser. Comme j'ai un vrai travail très prenant, la production, et puis une vie. Donc ça, c'est pendant votre temps perdu. En Oui, fait. c'est presque un hobby. Bah oui. D'accord. Oui, il n'y a pas le choix, il faut bien tout faire. C'est de la difficulté, mais vous n'en avez pas assez en fait. Parce que qu'est-ce qui vient de sortir là, il y a peu de temps? Alors oui, c'est vrai que c'est le deuxième roman, donc après le premier, donc 2 ans après, là on est en plein dans la sortie en fait de complètement. ce deuxième roman. Régression, on commence en 36 000 avant Jésus-Christ, on traverse toute l'histoire, il y a une enquête au présent qui se passe, alors c'est très important de le dire, la moitié du roman se déroule en Corse, à la fois à Bonifacio, au site archéologique de Philitose, à Ajaccio pour ce qui est des services enquêteurs, la gendarmerie d'un côté, la police judiciaire de l'autre, et donc toute l'affaire commence en Corse et nous fait basculer progressivement dans une affaire beaucoup plus mondiale. On va en Espagne, en Angleterre, on va même en Sibérie et on découvre un grand secret extraordinaire qui va faire basculer le destin de l'humanité, un peu comme dans le premier. Un peu comme parce que jusqu'à la dernière page, je ne sais pas ce qui va se passer. Hein. Oui. C'est un super polar. Dernière gentil. photo. Ici Oui. que ça se passe. Ah oui, oui, bah oui. Oui, un petit moment de détente. Petit mot. Là, vous avez quoi? 12 ans? 13 ans? Il y a à peu près 30 ans? Il y a une trentaine d'années. Une trentaine d'années. J'ai peut-être 15 ans, oui, j'ai 46 ans, c'est ça, une trentaine d'années. Ouais. Aujourd'hui, vous avez 46 ans. Vous avez accompli vos rêves, et plus que vos rêves même, j'ai l'impression. Fabrice, quand on voit cette photo, quand vous êtes là aujourd'hui, vous vous dites quoi? Bah oui, je suis arrivé à quelque chose d'une certaine plénitude. Oui, c'est-à-dire, tout n'est pas parfait, on a tous des problèmes dans notre vie. C'est la vie, on rencontre des problématiques diverses. Mais honnêtement, sur les rêves d'enfants, voilà, les rêves d'enfants, là-dessus, je dois dire que je suis allé au bout, et même au-delà. Alors, qu'est-ce qu'il vous reste à faire? Réussir le reste. Ça sera le mot de la fin. Voilà. Réussir le reste. Pas facile, ça. Non, c'est pas facile. Moi, je vais essayer de réussir mon selfie. Hein? Ok. Souriez, Allez, laissez-vous on y faire. va. Laissez-vous faire. C'est le geste de la fin. Voilà. Merci infiniment, Fabrice Papillon. Merci beaucoup, Luc. Je suis désolé, je vous recroiserai plus en Corse. On se recroise. Oui, quand vous De temps revenez de en temps temps, à autre. je vais venir pour les vacances. J'espère bien sûr, ouais, avec plaisir. Avec Et grand bonne plaisir. continuation pour tout le reste. Hein. Merci beaucoup. Merci Au bien. revoir. Au revoir.